Hello everyone, thank you for joining us for this Renew Europe presser today with the President, two of our representatives on China policy, Hilde Wotmans, who sits on the AFET Committee Foreign Affairs, and Marie-Pierre Vedrenne for the international trade part. And I'll let Stéphane begins. Merci beaucoup. D'abord, à l'occasion de cette session, je voulais d'abord vous présenter les quelques priorités. Je donnerai très rapidement la parole à Marie-Pierre et à Hilde pour un peu vous parler de la stratégie cohérente sur la Chine et le titre du débat. Mon groupe a voulu un débat sur ce sujet, mais je vais peut-être leur donner tout de suite la parole pour vous permettre aussi d'avoir une interaction et des questions. On va faire court. Et donc, je ne sais pas par qui on commence. Voilà, Hilde, et puis après Marie-Pierre. Alors, Hilde, vas-y. Well, thank I think today the debate on China was needed and important because I think with all the different visits of European leaders and the commotion around it, Europe was weakened. I heard speeches today in the plenary a lot, and I told you already, attacking the French President Emmanuel Macron, and I must say this is disappointing. Not because I always agree with President Macron, but because I never believe that fighting each other makes us stronger. On the contrary, I think those who are trying to score cheap political points are undermining Europe. I will not name any persons here. I hope you agree with that. And this is exactly what our rivals want, Europeans shouting at each other instead of speaking with one voice. We made very clear our point during the plenary. Look only at the visits for the last 6 months. Scholz, Michel, Sanchez, Macron, Ursula von der Leyen. Our High Representative was also planned to go. With all those different visits, with all different points to make, I think this is not good for Europe. I think Borrell in his speech was very clear. He named 4 very important points, which we really supported. But I think his speech was really academic. For me, I really need political action here on China. We have to make it happen. And I think we know what the vision of this parliament is. We voted in September 2021 my report on a new strategy for China. This was very clear. The EU should be less naive. China is a partner, but also a systemic rival and a competitor. And there is consensus in Europe on these points. We will not accept Chinese military support for Russia's war. We will not accept force in the Taiwan Strait. And we cannot ignore human rights violations within China. But we remain open to cooperate with China on, for example, climate change. In our economic relations, Europe must strengthen its strategic autonomy. And that's, I think, where my colleague will go on further. I think there is too much at stake to be divided, so I really hope that the Commission, the Council and the Parliament make it very clear to be united in this policy towards China. Thank you very much. Marie-Pierre. Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce débat essentiel autour effectivement des ambitions de notre groupe politique sur la stratégie Union européenne-Chine. C'est extrêmement important pour nous de porter une stratégie européenne qui soit efficace et qui soit crédible. Nous le demandons depuis l'arrivée au Parlement européen en 2019 et le contexte, que ce soit le Covid ou la guerre en Ukraine, l'appelle encore plus parce qu'il nous faut nous défaire de nos dépendances vis-à-vis de la Chine et nous devons construire une relation beaucoup plus réciproque. Et le Parlement européen et notre groupe jouent un rôle déterminant. C'est nous qui travaillons justement à l'unité européenne dont on parlait I2. Quand on crée l'instrument sur la coercition économique, comme l'a rappelé Ursula von der Leyen, c'est grâce au Parlement européen et c'est ce qui renforce l'unité européenne. C'est ce qui fait que nous avançons pour protéger tous les États européens, nous avançons pour protéger les démocraties alliées telles que Taïwan. Nous avons aussi contribué à casser le format 17+1. Nous travaillons avec nos partenaires à l'international avec l'initiative Global Gateway notamment. Donc maintenant, ce que nous attendons aussi de la Commission européenne et du Conseil, c'est d'utiliser pleinement nos instruments de défense commerciaux que nous avons créés, notamment dans l'influence de la présidence française. Nous voulons être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus crédibles. Il faut travailler aussi dans le cadre multilatéral, notamment à l'OMC. Et nous devons aussi renforcer notre arsenal, tel que sur les matières premières critiques, l'industrie net zéro. Donc nous continuerons à travailler comme nous l'avons fait dans le passé.
Merci à vous deux. Je ne rajouterai pas grand-chose sur la question chinoise, mais je suis intervenu dans l'hémicycle et notamment, j'ai mis en lumière une forme d'hypocrisie du PPE sur le sujet. Moi, je trouve quand même assez incroyable qu'on se laisse donner des leçons de morale par des gouvernements PPE qui ont construit au fur et à mesure la dépendance de l'Europe sur tous les aspects envers la Chine. Il y a encore énormément d'infrastructures portuaires et aéroportuaires qui sont vendues à des consortiums chinois dont sont organisés notamment et qui nous organisent la dépendance pour la suite. Donc il faudra travailler, y compris sur nous-mêmes, et je l'ai dit, y compris au président du PPE au moment de son intervention, qui a confondu ce débat en un débat franco-européen plutôt qu'un débat sur les intérêts de l'Union européenne en Chine. Je passe sur deux sujets qui sont très importants pour mon groupe, notamment la question de la fin du cheminement du pacte vert au Parlement européen, qui est un sujet qui nous a occupés pendant de nombreuses semaines au groupe. Et donc, comme vous le savez, notre continent notre groupe validera le fait que notre continent aura la capacité d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, réforme du marché du carbone, taxe carbone aux frontières, fin de la déforestation importée ou la création d'un fonds social sur le climat. Et je suis assez fier que le groupe Renew soit au centre des négociations. J'ai entendu pas mal sur ce sujet d'instrumentalisation politique. On a décidé, nous, une stratégie qui était autre que celle des Verts sur ce point-là, c'est-à-dire la négociation. Sur ce sujet qui nous permet aujourd'hui d'avoir un équilibre et atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés de décarbonation de l'économie à 2050. Et je suis fier que le groupe ait pu, autour de Pascal Canfin, autour des rapporteurs sur ce sujet, arriver à un texte de compromis qui est efficace. Sur le débat migratoire, juste ma stupéfaction, voire mon inquiétude, quand le groupe socialiste tombe dans le piège du PPE sur les questions migratoires. Ils sont nombreux au niveau national à nous expliquer qu'il ne faut surtout pas parler de l'immigration et d'avoir un débat instrumentalisé et politisé par l'extrême droite sur ce sujet. Mais au moment où Mme Meloni passe commande au PPE d'avoir un débat sur ce sujet-là et qu'on fait écho à une interview de Manfred Weber dans la presse italienne, les socialistes font une contre-proposition et aujourd'hui on a un débat sur l'immigration au moment où on doit valider les mandats de négociation interinstitutionnelle. Donc on est quand même, on marche sur la tête et on est en pleine instrumentalisation du sujet migratoire sur cette question. Donc je mets quand même le focus sur ce point-là. Alors c'est la stupidité d'un côté de la gauche et l'instrumentalisation de la droite. Nous, on n'est pas tombé dans ce piège-là. J'ai demandé au groupe de ne pas voter sur ce débat-là et d'avoir une lucidité, c'est-à-dire de résoudre le problème migratoire en Europe et d'être efficace, valider les mandats interinstitutionnels de négociation et régler le sujet pour que, pendant la campagne des européennes en 2024, on ne soit pas à la remorque de l'extrême droite en n'ayant pas nous-mêmes de législation européenne sur l'immigration. Et j'ai l'impression qu'on est le seul groupe à vouloir aboutir sur ce sujet-là. Tout le monde veut en faire de la politique et du positionnement politique. Donc j'appelle à la raison le groupe SND et le groupe PPE. Le groupe PPE, je comprends leur intérêt politique. Ils veulent l'union des droites avec l'extrême droite. Le groupe socialiste, je m'interroge sur leur lucidité des fois, franchement. Mais bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, j'en finis sur ce message-là et je suis disponible pour toute question. Any question? Yes. Anna Wandensky. Monsieur Séjourné, comment pourriez-vous vous libérer de cette dépendance de la Chine, spécialement maintenant, quand si vous regardez toute la politique climatique est dépendante de la Chine à cause des panneaux solaires, même l'industrie européenne militaire est dépendante des semi-conducteurs, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'indépendances qui sont vraiment cruciales pour l'Europe. Et comment vous pouvez libérer tout d'abord, et deuxième chose, comment pourriez-vous influencer cette politique de dépendance lorsque tous les partenaires politiques, tous vos collègues, sont en effet, ils rejettent cette indépendance. C'est ça que j'ai compris des débats ce matin. Ouais, vous avez raison. Après, il ne faut pas tomber d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il
Le commissaire, d'ailleurs, le représentant Borrell a eu une bonne formule et un bon argument. C'est-à-dire que si on mettait et on arrêtait tout commerce aujourd'hui avec la Chine, on créerait des intermédiaires qui, y compris, sont sous influence chinoise. Et le pire, c'est de créer des intermédiaires dans des pays qui sont beaucoup moins stables et beaucoup plus influençables et de créer des nouvelles dépendances indirectement, y compris avec la Chine. Donc on coche ni d'un côté ni de l'autre. Quelle est la stratégie européenne? C'est la stratégie du développement de la souveraineté européenne sur des priorités. Et donc il ne faut pas renier le fait que les accords commerciaux sont importants, il faut continuer à commercer avec la Chine, le fait qu'on se coupe de toutes les matières premières chinoises aujourd'hui aurait des difficultés énormes pour le marché européen. Donc notre objectif, c'est évidemment pas de tomber dans un dogme ou dans un autre et de passer du tout commercial au pas commercial comme on le réflexe aujourd'hui les États-Unis, c'est-à-dire de couper et de barrer tout commerce avec la Chine, mais de construire l'autonomie stratégique ouverte européenne qui permet d'avoir des priorités notamment industrielles. Et donc c'est tout l'intérêt aujourd'hui des textes qui vont être proposés par la Commission européenne, qu'on devrait voter avant l'été, j'espère, et qui pourraient être mis en place en septembre, d'avoir une vraie fiscalité et d'avoir une réponse à l'IRA américaine pour pouvoir garder sur le territoire européen des industries vertes, les industries de demain qui feront les emplois de demain, mais qui feront aussi notre souveraineté de demain. Et vous parlez des panneaux photovoltaïques, on aura besoin d'une industrie photovoltaïque aujourd'hui en Europe. On aura besoin d'une industrie de batteries en Europe si on veut passer au tout électrique sur les voitures. Et donc on ne pourra pas passer au tout électrique sur les voitures si on est dépendant des batteries chinoises. Donc tout ça se tient, mais moi je ne suis absolument pas pour qu'on ait une radicalité dans nos relations avec la Chine sur ce volet-là. Oui, bonjour, David Carretta, Radio Radicale et Radio Italienne. Deux questions une sur le sujet Chine, l'autre migration. Je voulais juste savoir si vous êtes favorable à la stratégie du de-risking comme l'a déligné Madame von der Leyen. C'est-à-dire, il faut mettre des limitations aux exportations et aux investissements européens dans des secteurs sensibles qui peut être les semi-conducteurs ou les secteurs où il y a des biens à utilisation duale, parce que cela pourrait servir pour la Chine, pour fusionner, comme l'a dit von der Leyen, le secteur commercial et le secteur militaire. Et donc, je voulais savoir si cette stratégie, ça vous arrange. Aujourd'hui, il y a eu un rapport de service des Pays-Bas qui ont dit la plus grosse menace économique pour les Pays-Bas, c'est la Chine, c'est pas l'Amérique. Donc voilà. Deuxième question sur la question migratoire. Quel est le piège, à votre avis, de M. Weber? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, d'organiser aussi pour l'année prochaine? Merci. Sur la première question, le de-risking est un concept pour l'instant. Il faudra l'opérationnaliser. Et moi, je partage ce concept. Mais l'opérationnalisation de ce concept peut être aussi un veto européen sur un certain nombre d'investissements chinois en Europe ou européens en Chine, ou en tout cas de la création de nouvelles dépendances. On peut réfléchir à ça. On n'a pas encore eu le débat au sein du groupe, mais c'est un concept qui peut nous permettre éventuellement d'avoir une position européenne unanime sur un certain nombre de secteurs stratégiques, notamment. Vous évoquiez la défense, vous évoquiez l'énergie, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir ce débat en européen. Donc oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faudra qu'on ait des outils européens qui opérationnalisent nos concepts d'autonomie stratégie ouverte, de de-risking, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est très bon en Europe pour penser les choses et faire des grands discours, mais au moment de les opérationnaliser, c'est toujours plus compliqué. Donc moi, ma volonté, c'est plutôt d'opérationnaliser en politique publique avec des outils aux mains de la Commission, aux mains du Conseil, aux mains du Parlement européen, pour pouvoir activer ce schéma-là. Sur le volet immigration, le piège, il est tout vu. Hein, il y a un paradoxe, c'est-à-dire il y a un texte qui règle les problèmes en Europe sur lesquels on a travaillé maintenant depuis 1 an et demi au Parlement. On rentre dans une négociation avec la Commission européenne et le Conseil sur ce texte, en trilogue.
on valide cette semaine les mandats de négociation interinstitutionnelle. Et je pense que le PPE ne veut pas régler le problème. C'est mon sentiment. Et veut que ce sujet de l'immigration soit au cœur de la campagne des européennes en 2024. Et que plus de temps possible, on mettra des lignes rouges sur la construction d'un mur, sur des discours un petit peu radicalisés, qui empêchent l'accord politique à 27, plus ce sujet sera un sujet de radicalité dans la campagne des européennes. Le projet politique du PPE, c'est de faire l'union des droites. C'est pas de diriger l'Europe avec Renew, avec les socialistes. Notre projet politique à nous, c'est de partir du centre et d'avoir une majorité pro-européenne dans cet hémicycle. Pro-européenne. On n'a pas le même projet politique, donc on n'a pas la même stratégie. Donc la stratégie de M. Weber s'entend, elle est cohérente, la nôtre aussi. Alors, je suis Francesca Benedetti, je suis une journaliste italienne, je travaille pour Domani. J'ai deux petites questions. La première est liée à ce que David Carretta vous a demandé. Je vais vous demander si vous pensez qu'il y a encore une chance de dialogue avec les PPE, vu qu'il parle avec Meloni. Donc, vous pensez qu'il y aura une chance d'essayer de construire cette majorité Ursula dans le 2024 aussi? Et ma deuxième question est, je me souviens de vous avoir rencontré en octobre à Rome for the European Democratic Party meeting, and you were there with Calenda and Renzi, yeah. And so I remember Renzi and Calenda saying, we are gonna celebrate our European marriage. And they used the Renew symbol when there were elections. So at the moment, they seem to have been divorced. So my question is, will you keep dialogue with both of them? Thanks. Pour divorcer, il faut être marié, et je crois qu'ils étaient dans la négociation du contrat de mariage. Je crois qu'il y a encore des discussions du contrat de mariage, mais en tout cas, moi, je pousse pour qu'en Italie, il y ait un pôle central qui se constitue et qui ne doit pas laisser la possibilité, dans un duopôle avec la droite et la gauche qui est en difficulté en Italie, à donner la main politique aux extrêmes. Et donc ce troisième pôle italien doit permettre justement de recomposer la vie politique aussi et que ce pôle soit aussi le kingmaker des majorités en Italie. Mon objectif, c'est de pacifier les choses et d'avoir des relations avec des partenaires politiques italiens, de par, y compris leur appartenance au groupe Renew. Donc moi, j'incite mes collègues italiens à faire cette alliance, à trouver des convergences politiques, et je pense qu'il en va de l'intérêt des Italiens et de l'Europe, pas uniquement des Italiens, mais aussi de l'Europe, de faire ce terzo polo, que je crois vraiment. Ça, c'est pour le point. Et puis après, pour la question de Meloni et du PPE, il ne s'en cache plus. On en est à la 10e visite des officiels du PPE en Italie. Il y a une opération de drague absolue sur Madame Meloni. J'ai des divergences très fortes sur le volet social, sociétal et libéral avec eux. Ce n'est pas notre famille politique, bien au-delà. Ce sont nos opposants politiques sur beaucoup de sujets. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de créer les conditions de l'alternance dans les futures élections. On a encore 3-4 ans pour le faire. On n'est qu'au tout début de cette alliance baroque entre le PPE et le CR et l'ID en Italie. Et je pense qu'avec un peu de volonté politique, on arrivera à trouver une alternance en Italie qui soit capable de proposer un chemin aux Italiens qui en tout cas plus que nous voulons en Europe que ce que l'extrême droite aujourd'hui a comme projet. Voilà. Et après, encore une fois, je vous redis, on va avoir des discussions maintenant politiques très fortes entre nous puisqu'on rentre dans la dernière année des élections européennes. Il y a deux projets qui vont s'affronter, en réalité. Il y a notre projet politique qui veut une majorité de pro-européens et constituer une majorité avec des socialistes, des PPE, qui sont aussi dans cette mouvance de faire avancer l'Union européenne, de construire les conditions d'une gouvernance et de la souveraineté européenne, d'une Europe puissance face au monde. Et puis, de l'autre côté, il y aura
la volonté d'un certain nombre de partis politiques de se restreindre aux frontières nationales, de faire de l'Europe une coopération entre États membres. Ce n'est pas notre projet. Voilà. Et donc il y aura deux projets qui seront très très distincts, avec des alliances différentes. Maintenant, c'est la responsabilité du PPE de savoir ce qu'ils veulent. Parce que, pour l'instant, on a construit une majorité avec eux. Et on a passé beaucoup de textes avec eux. Mais s'ils font un revirement d'alliance, alors je pense que nous aurons, en tout cas dans les électorats et dans les électeurs aujourd'hui du PPE, beaucoup de gens qui voteront plus pour nous que pour eux. Voilà. Et donc ça, c'est leur responsabilité de le faire. Ils prennent leurs risques. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, notre objectif sera de faire de ce Parlement européen un Parlement pro-européen, avant tout. Last question. Yes. Hello, I am Eleonora Vasquez from Euractiv. I have a question on China and Taiwan. Sorry. So the thing is, one of the main issue that is, I mean, the question, yes, is for whoever wants to reply. The main issue is that, for instance, Macron said something on Taiwan, and differently, the German foreign minister said something very different. So we are again, for sure, at narrative level, which is, you know, the perception of politics is very important. We are again in a fragmented Europe. Maybe we will enter in a new crisis in a few years without a united foreign policy. So my question is, the debate on changes the treaties, having a more united foreign policies, is completely out of the table. Nobody is speaking anymore about that, of changing the treaties, convention, and everything. Do you think a political group like Renew could again put that on the table and the others do the same? Because if we continue to face crises like the Ukraine crisis, the next Taiwanese crisis without a united foreign policy, and I mean, you know, touching the treaties, maybe we will be in a worse situation in the future. Thank you so much. Thank you very much for this question, and it's exactly that what we put in front of the debate today, that it's not good that it looks that Europe speaks with different tone towards China on Taiwan, for example. But your concrete question about, is it still on the table changing the treaties? Yes, it is still on the table. And it's Renew Europe who really pushed for that. It was also one of the main points which came out on the Conference on the Future of Europe, abolishing unanimity. So I think, and we put that in a report which will be voted, I think in a few weeks or few months. I never know the timetables of those reports, but it is on the table now in a report on AFCO to changing the treaties on that point. Juste un mot rapide sur votre premier point de question sur la Chine et Taïwan. Je crois que les propos du président de la République ont été surtout surextraposés et surinterprétés. À l'occasion de son déplacement à La Haye, Emmanuel Macron a eu l'occasion de redire quelle était la position française, à savoir le maintien du statu quo. C'est ce qui nous a toujours animés, nous aussi, côté Parlement européen, et nous soutiendrons, comme nous l'avons fait dans le passé, Taïwan, et nous appelons le Parlement européen aussi à l'ouverture des négociations sur un accord d'investissement avec Taïwan. Et du côté de la délégation française de la majorité présidentielle, jamais une voix n'a manqué pour soutenir Taïwan, contrairement d'ailleurs aux voix de Manon Aubry et ce qu'elle disait dans l'hémicycle tout à l'heure. Merci beaucoup. See you next month. Thank you.